Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Donc nous sommes déjà à la 4e journée de Ligue 1 et Monaco allait à Strasbourg pour cette 4e journée. Donc un déplacement pas facile, c'est jamais facile d'aller jouer à la Méno. Et en plus, Monaco était dans un début de championnat assez catastrophique avec quasiment pas de points, un petit point contre Nîmes la semaine dernière. Et donc on était un petit peu dans de grandes difficultés, dans de grandes problématiques par rapport au mercato, par rapport à Jardim, par rapport aux résultats qui sont pas bons, par rapport à la mayonnaise qui prend pas, par rapport à une suite logique de l'année dernière qui a été pourrie et qui commence de la même façon. Donc on arrivait à Strasbourg quand même avec pas mal de lacunes et bon, on avait quand même l'avantage d'avoir un adversaire qui avait joué en coupe d'Europe jeudi et qui serait forcément fatigué et qui en avait pris une belle à Francfort et qui forcément soit était revanchard, soit au contraire allait s'effondrer face à des monégasques qui avaient besoin de points. Donc on va pas tourner autour du pot, le résultat ne nous satisfait pas, on n'a pas gagné et on n'a pas perdu. Voilà, on enchaîne un deuxième match nul. Après les 2 premières défaites, 2 matchs nuls. Et la trêve internationale arrive et on n'est pas plus avancé au niveau points. Et dans le jeu, on va voir qu'on n'est pas plus avancé non plus parce qu'il y a eu des bonnes choses et il y a eu des mauvaises choses. Et on va rentrer un petit peu dans le détail après. Voilà, donc au niveau du groupe aussi, on avait des absents importants. Importants par rapport à une forme d'équilibre d'équipe. On n'avait pas d'arrière droit. On avait Falcao qui n'était toujours pas dans le groupe. On va voir voir pourquoi. Il n'y a plus de mystère. Et il y avait aussi toujours par rapport au mercato ces problèmes de poste, notamment au milieu défensif. Voilà, Bakayoko est arrivé beaucoup trop tard et forcément il ne pouvait pas être là cet après-midi et on a dû faire avec ce qu'on avait sous la main. Voilà, donc du bricolage, de la créativité, comme a dit Jardim en conférence de presse. Donc un groupe qui n'était pas mauvais, mais qui avait des absences importantes pour avoir un équilibre dans le 4-4-2 normalement, notamment. Et donc voilà, donc la composition est arrivée 1 heure avant le coup d'envoi, vers 16h, et on a vu que, bah oui, de la créativité, il y en a eu, de l'innovation, il y en a eu, et on n'a pas vu un 4-4-2. On a vu une sorte de 3-5-2 ou de 5-3-2 si on veut, avec Gelson qui restait bien sur son côté droit et Ballo Touré sur son côté gauche, et du coup avec l'arrivée de Maripane qui était dans le groupe et titulaire, on a cru qu'il n'y était pas, il y était quand même, et donc on avait Maripane, Glick et Badiachil derrière avec Lecomte dans les buts, milieu de terrain Golovin, Adrien Silva, et on avait donc Gelson et Ballo sur les côtés avec devant Ben Yedder et Slimani. Voilà, donc une équipe qui moi me paraissait bonne, parce que par rapport au fait qu'il n'y avait pas d'arrière droit, je pensais que c'était intéressant de mettre une défense à 3 et de laisser Gelson un peu plus libre offensivement, malgré un travail défensif qu'il a dû faire et qu'il a dû péniblement faire pendant tout le match. Voilà. Mais la composition était créative, certes, et elle était intéressante, et je la trouvais plutôt bonne. Et j'ai oublié Gildias, bien sûr, Gildias qui était aussi dans l'équipe. Et lui, pour le coup, c'était un peu le point noir parce que je ne pensais pas qu'il le mettrait titulaire ou alors qu'il le mettrait derrière. Ou non, il était vraiment dans le milieu de terrain avec les 2 autres qui sont Golovin et Adrien Silva. Voilà. Et c'est tout. Voilà, on va essayer de voir un petit peu le résumé de la rencontre et on va voir que y a eu des hauts et encore des bas. Alors pour cette première mi-temps, eh bien, vu l'équipe, c'était pas évident de lire un petit peu la tactique et très vite donc on a vu une défense à 3 avec Gelson et Ballo libres sur les côtés et un milieu de terrain assez fourni avec Gildias qui était un petit peu à gauche, Golovin un petit peu à droite et Adrien Silva un petit peu plus bas dans l'axe avec devant Ben Yedder et Slimani. Et finalement la première mi-temps, j'ai trouvé le début de match un peu poussif comme d'habitude. Et très vite, Monaco a pris les choses en main. Et après un quart d'heure, enfin après
un quart d'heure, un petit quart d'heure, hein, 10 grosses minutes. On a vu Monaco faire des belles choses et on a marqué. À la 11e minute, on a un centre côté droit de la part de Gelson qui centre du gauche. Et Slimani qui récupère le ballon de façon assez bizarroïde avec le pied tendu, une sorte de pied en porte-manteau comme ça, qui amortit le ballon, qui trompe le gardien strasbourgeois. Il se retrouve tout seul face au cage et il la met au fond, 1-0. Et là on se dit ça commence bien, c'est cool, Strasbourg va sûrement avoir encore la tête à Francfort et on va en profiter. 21e minute, on a une autre occasion avec Gilias qui transperce le milieu de terrain et qui se retrouve dans la surface côté gauche et qui frappe sur Cels et il la met pas. Très très belle occasion de Gilias. 22e minute, encore Slimani qui sur un corner je crois récupère une tête un petit peu rebondissante comme ça qui passe à ça de la barre et Cels qui la met au-dessus. Enfin une super occasion, voilà Slimani qui est dans tous les bons coups et puis nous on a des offensives mais le problème c'est qu'on marque pas les buts, on n'en met qu'un. Et on se dit, attention, si on rate trop d'occasions, on va le payer à la fin du match. Et vous allez voir que c'est un petit peu ce qui est arrivé. 35e minute, Strasbourg essaye de réagir, je crois aussi sur un coup de pied arrêté, sur un corner. Une tête de Mitrovic, voilà, qui est pas très forte, mais qui est un petit peu sous la barre. Et Lecomte surveille. Et il a claque juste au-dessus, voilà, c'est plutôt bien joué. Et à la 36e minute, on a une perte de balle au milieu de terrain, un petit peu comme d'habitude, une sorte de cafouillage le long de la touche. Et les attaquants strasbourgeois partent côté droit, centre à ras de terre. Et là, il y a un gros cafouillage entre Glick qui n'arrive pas trop à défendre, Maripane qui pousse le joueur. On n'a pas vu les images, c'est bizarre quand même. Dès qu'il y a des arbitrages un peu zarbi contre Monaco, on n'a pas les images. Et donc du coup, nous les spectateurs, on n'arrive pas à se faire d'avis. Et penalty pour Strasbourg, voilà, qui est transformé par Lala. Voilà, les Strasbourgeois reviennent à un but partout. Le match est animé, il se passe plein de choses. Mais le penalty, j'ai du mal à le saisir, quoi. Pour moi, il n'y avait pas une faute flagrante, mais bon, visiblement. Encore une carotte pour Monaco et penalty transformé par Strasbourg. Et derrière, en fait, on a un gros coup de chance puisque sur le coup d'envoi, quasiment quelques minutes après, la défense strasbourgeoise fait une grosse erreur. Encore Mitrovic, je crois, qui récupère un ballon un peu fort en retrait. Il la contrôle pas bien, elle passe sous ses jambes et Slimani derrière suit. Et en vrai renard des surfaces, voilà, il prend le ballon, il dribble le gardien et il le crucifie. Il met le ballon au fond, 2-1 pour Monaco. Voilà, on n'en demandait pas tant. Et c'est super puisque la mi-temps arrive, on mène au score, on a des occasions. Moi je me souviens aussi d'une occasion de Golovin qui frappe et qui la met à ça du poteau. Voilà, c'est des occasions qui ne rentrent pas. Et dernière occasion pour Monaco, Ben Yedder qui rentre côté droit, voilà, qui fait un super appel, qui combine avec un monégasque et qui se retrouve un peu excentré, à frapper sur le gardien. Mais Cels sort très très bien et la met en corner. Et voilà, encore une fois, une occasion ratée. Et la mi-temps arrive. Et comme on parlait du penalty tout à l'heure, voilà, j'ai pas abordé ce petit fait de jeu qui pour moi me paraît très important. C'est un penalty oublié pour Monaco. Voilà, une main dans la surface qui est flagrante. Le bras n'est même pas collé. Et pareil, pas de VAR, pas de ralenti, il se passe rien, strictement rien. Il y avait penalty pour Monaco. Et encore une fois, on se prend une double carotte avec soit un oubli volontaire, involontaire, je ne sais pas, le quart, la vidéo, enfin rien ne se passe. Et pas de pénalty pour Monaco qui se retrouve quand même devant à la mi-temps. Alors la deuxième mi-temps, forcément en tant que supporter et spectateur de l'AS Monaco, on se dit si on reproduit la même chose que les matchs précédents, ça va être compliqué parce que Monaco a tendance à revenir en deuxième mi-temps la tête dans les chaussettes ou la tête ailleurs ou les jambes encore dans le vestiaire. Et on se dit, il ne faut pas que ça recommence. Ça va faire 4 matchs que la Ligue 1 a repris et on espère que Monaco soit un peu plus en jambes. Et la deuxième mi-temps commence pas bien. Pendant très très longtemps, je ne vois pas un Monaco dominant. Alors qu'il a tout pour réussir, il a eu plein d'occasions en première mi-temps, il les a ratées mais il a été bon. Monaco a été quand même bon en première mi-temps, pas
pas extraordinaire, brouillonne sur plein de phases, mais globalement, on domine le match, et en deuxième mi-temps, c'est pas le cas. On rebaisse le pied, on recule, on laisse le ballon à Strasbourg, on recommence à cafouiller défensivement, on refait des bêtises sur des choses assez simples, et ça va pas. Et ça va pas, et on se crée très peu d'occasions. Il y a même encore un fait de jeu qui nous plombe un peu le match, c'est la sortie d'Adrien Silva sur blessure. Alors, je ne sais pas si c'est grave ou pas grave, ça a l'air d'être musculaire. Mais Adrien Silva qui sort, pas de milieu défensif, rentrée de Bosquilla. Et là, à partir du moment où Bosquilla est rentré au milieu de terrain, ça a été le gros bordel. Plus personne n'était à sa place. Ça n'arrivait pas à défendre, ça n'arrivait pas à récupérer le ballon. Et on a galéré. On a galéré jusqu'à la fin quasiment. Malgré à la 81e minute, Monaco se crée une occasion très franche avec encore une fois Slimani. Slimani qui récupère le ballon, une super combinaison avec Ballo-Touré, je crois, dans la surface. Il se retrouve face au gardien, il frappe sur la barre. Le ballon rebondit, revient, il essaye une bicyclette formidablement réussie. Et là, le miracle, le gardien est sur la trajectoire, l'arrête. Et là, on se dit, à 10 minutes de la fin, tu rates le 3-1, tu sais très bien que tu vas t'en prendre un. Et c'est ce qui se passe. À la 84e minute, voilà, but de Thomasson dans un cafouillage, voilà, un éternel cafouillage défensif, un éternel cafouillage de ballon aérien qui revient par miracle sur un Strasbourgeois. Et je crois que c'est Thomasson qui, en reprenant le ballon qui descend, plat du pied, voilà, trompe le compte, petit filet. Strasbourg revient à 2-2. Ils sont censés être cuits physiquement. J'ai l'impression que c'est nous qui le sommes. Et Monaco fait pas une belle deuxième mi-temps. Monaco fait n'importe quoi. Monaco n'a rien dans les jambes, n'a rien dans l'intensité, n'a rien dans la tête. On n'apprend pas de nos erreurs passées. On reproduit les mêmes schémas. Et en deuxième mi-temps, c'est la catastrophe. On fait n'importe quoi et on se retrouve à avoir les 3 points facilement et on les perd. Et on les perd. On perd 3 points, on en ramène un Strasbourg, et c'est pas un bon résultat parce qu'il faut des points. C'est la trêve internationale et on peut pas se permettre de n'avoir que 2 points sur 12, quoi. Voilà, c'est la triste réalité de l'AS Monaco actuellement. Monaco n'est pas prêt, Monaco n'est pas bon sur plein de choses, et il va falloir travailler ça à l'avenir. Voilà, 2-2. Un résultat qui frustre encore et encore. Alors mon analyse globale, ben, vous la sentez, hein, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a vu des jolies performances, quand même des joueurs qui sont au rendez-vous, d'autres moins, et puis on a Jardim et ses compositions, son bricolage qui fait que ben, parfois ça s'écroule sur certaines phases de jeu et on a du mal à tenir 90 minutes et je comprends pas pourquoi 45 minutes en ce moment et plus rien derrière. J'ai du mal à comprendre ce qu'il y a dans les têtes, ce qu'il y a dans les jambes et ce qu'il y a dans l'état d'esprit parce que cet après-midi, on avait tout pour gagner. Comme contre Nîmes. Hein. Contre Nîmes, on doit gagner aisément. Cet après-midi, on doit gagner aisément. Les occasions, on les a. À la mi-temps, ça doit faire 4-1 pour nous, quasiment. Les arbitres nous la foutent à l'envers aussi, mais c'est pas la seule excuse. Et du coup, ben, on va voir. On va voir les joueurs, comment ils ont été. Donc défensivement, on avait une vraie interrogation, une vraie curiosité. C'était le Chilien, voilà, Maripane, qui était sur la ligne défensive avec Glick et Badiachil. Et donc, si on prend tout l'aspect défensif, voilà, le compte qui en prend encore 2, voilà, il prend beaucoup trop de buts. Et c'est pas normal d'être fusillé comme ça à chaque match, autant. Et surtout que ça rentre, c'est qu'il y a un vrai problème défensif, on le sait. Ça risque de continuer. Glick est encore là, Jemerson est encore là, et Maripane, on va voir que cet après-midi, il n'a pas fait un grand match, à notre grand désarroi. Donc le compte, voilà, comme d'habitude, fusillé, fait les arrêts qu'il faut quand il faut, mais il y a un moment donné, ça craque parce qu'il ne peut pas subir autant, et c'est pas lui qu'on va juger ce soir. Donc Glick a été un peu mieux que d'habitude, mais encore très fragile. Très fébrile, hein, des relances toujours pas très claires.
Et sur les 3 défenseurs, le meilleur, ça a été Badiachil ce soir, qui a été beaucoup plus propre, beaucoup plus présent, beaucoup plus concentré. Et voilà, donc le patron était en dessous du jeune, le jeune était au-dessus du patron, et Maripane, ben, lui, ça a été aussi difficile. Voilà, alors pas simple de rentrer dans une défense à 3, pas simple de rentrer dans un système un peu bricolé. Je pense qu'on va vite retrouver le 4-4-2 classique, et je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise dans l'axe avec Badiachil ou Glick, hein, je pense que ça sera Glick. Mais voilà, ce soir, c'est pas une bonne première. C'est toujours difficile les premières, mais il s'est fait passer plein de fois dans le dos, voilà, des relances pas exceptionnelles, mais surtout un vrai déficit dans l'intensité, dans le placement, avec des attaquants strasbourgeois qui l'ont quand même bien souillé sur certaines offensives. Donc voilà, Maripane pas terrible, Glick mieux que d'habitude, mais toujours pas génial, et Badiachil bien meilleur dans ce système. Au milieu de terrain, on en avait 3. On avait Gildias, Golovin et Adrien Silva. Donc Adrien Silva, comme d'habitude, c'est pas son poste, c'est pas là où on va le voir cette année. Bakayoko va vite reprendre le flanc défensif à ce niveau-là. Mais voilà, il s'est battu comme un chien, il fait ce qu'il peut, il est pas du tout, il se cache pas. Mais voilà, il n'est pas bon dans l'aspect défensif, c'est pas un relais, enfin c'est pas une sentinelle qui va chercher, qui va grappiller tous les ballons comme pourraient le faire d'autres 6 bien connus dans le football. Et lui, voilà, il a fait ce qu'il a pu avec Golovin et Gildias autour de lui. Et en plus, il s'est blessé, il a pris un carton jaune. Il nous a fait quand même pas mal peur sur pas mal de phases de jeu. Golovin a été très bon, encore une fois. Il est en train de monter en puissance. Toujours les mêmes lacunes pour moi qui sont le physique pour Golovin, qui dès qu'il y a de l'impact un peu physique, il se fait bouger. Mais alors quand il est balle au pied, voilà, il est très très bon. Il oriente le jeu, il voit le jeu, il donne des bons ballons, il se met à frapper, il est là. Il est endurant et lui pour le coup il est là et je pense qu'il fera partie du 11 titulaire quand le 11 titulaire va se mettre en place dans les semaines à venir. Donc Golovin très bien. Gildias, j'ai trouvé un début de première mi-temps catastrophique. On avait l'impression qu'il avait peur. Il n'osait pas mettre le pied. Il essayait toujours de se mettre sur son pied gauche. Il se faisait bouger physiquement. Il n'allait pas assez vite. Les transitions n'étaient pas faites dans le bon timing. Et puis ça a été un petit peu mieux au fil du match. Il a commencé à se mettre dedans. Il a eu des offensives. Il a eu des bons ballons à donner. Des bons ballons à récupérer et il a pris des coups et bref, il est monté un petit peu en puissance, mais c'est pas son poste. Je pense que lui n'est pas un titulaire et qu'il fallait qu'il dépanne aujourd'hui, mais qu'on ne le reverra pas dans le 11 titulaire dans les semaines à venir. Donc voilà, du bricolage qui a fait que Gildias a fait une performance moyen plus. Voilà, donc sur les côtés, on avait Ballo-Touré et Gelson Martin. Le pauvre Gelson Martin qui se retrouvait à devoir défendre et attaquer en même temps. Alors il a une grosse capacité à donner de soi. Hein. Il est partout, il fait ce qu'il peut. Il a pas fait un mauvais match, contrairement à la semaine dernière ou les semaines d'avant. Pas d'occasion très très franche non plus, mais il a donné des bons ballons, il s'est battu, il a centré, il a donné un ballon de but à Slimani. Donc là, j'ai préféré la performance de Gelson dans ce système-là que le Gelson un peu plus offensif qui rate tout quand il est face au but. Voilà, Ballo-Touré aussi, grosse performance dans ce système-là où il a dû abattre un gros travail physique, des grosses montées, des différences souvent effectuées sur ses défenseurs. Et malheureusement, il a aussi fait des petites cagades. Il a tendance des fois à paniquer et à se retrouver en difficulté et à faire des tacles un peu moyennasses, qui sont toujours au bord du carton jaune, voire du rouge. Donc lui, c'est pareil, c'est qu'il a un gros potentiel. Il peut faire des choses énormes, comme il peut rater des choses simples. Et du coup, ça donne des performances un petit peu en dents de scie de Ballo-Touré. Mais bon, il faut admettre quand même que cet après-midi, il a abattu un gros travail sur son côté gauche, un peu comme Gelson. Mais c'est le système qui voulait ça. Et devant, toujours pareil, grosse activité de Slimani, voilà, homme du match.
il a tout donné, il a marqué 2 buts, il a failli mettre un but de folie, le but du siècle quasiment, super but qu'il a raté, mais super but qu'il a marqué aussi en première mi-temps. Voilà, c'est un déménageur, il casse tout, il casse les défenseurs, il casse. Au niveau rupture, il est très bon, en pivot, il arrive à faire tout ce qu'il veut, et voilà, gros début de saison de Slimani, on est très content. Et on espère que ça va continuer parce que c'est une belle surprise, la belle surprise du mercato, Slimani. Et Ben Yedder aussi, grosse activité. Alors lui, on sent qu'il n'est pas encore prêt physiquement, mais il a bas un gros travail, un petit peu comme Germain le faisait à l'époque. Il est partout, à droite, à gauche, devant, derrière, il récupère, il donne des ballons courts, des petites passes, il arrive à se trouver avec Slimani. Je pense que lui, il va monter en puissance et que ça va être très très bon et très très fort dans les semaines à venir. Parce qu'offensivement, on commence à être armé et chargé avec l'arrivée d'Augustin aujourd'hui. Au niveau des rentrées, Bosquilla, Onyekuru. Onyekuru, je suis assez triste de l'avoir vu si peu. Je pensais qu'il aurait pu exploser les Strasbourgeois en seconde mi-temps avec sa vitesse. Mais Jardim l'a mis 3 minutes. Voilà, je n'ai pas compris. Keita Baldé, pareil, il est rentré, on ne l'a pas trop vu. Et Bosquilla qui a été perdu dans le milieu de terrain parce qu'il est rentré à un poste ingrat par rapport à ses compétences et par rapport à son style habituel. Donc pas de rentrée fracassante des remplaçants. Voilà, j'ai fait le tour au niveau des joueurs et on voit que y a des bonnes et des mauvaises choses par rapport à tout ce qu'on attendait, notamment des nouvelles recrues. Bien, mon top, vous l'avez compris, c'est Slimani. On va pas se mentir. Au mercato, il y a beaucoup de gens qui n'en voulaient pas. Moi, le premier. Son passif parlait pour lui. Ça faisait des années qu'il ne jouait plus. Il était même moqué sur les réseaux sociaux avec des vidéos de prestations, mais totalement ignobles avec Fenerbahçe, etc., etc. Et donc forcément, on avait une sale image de lui, une mauvaise image de lui. On s'est trompé. Il a fait un très 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 grand début avec Monaco. Ça fait 2 matchs qu'il joue, 2 matchs qu'il surnage. Voilà, il incarne tout ce qu'on aime voir dans une attaque d'une équipe de foot. Il se dépouille, il casse tout, il casse les défenseurs, il déménage, quoi. C'est un vrai déménageur, un petit peu comme Giroud en équipe de France, et ça fait un bien fou parce que en plus il est efficace. Voilà, il a marqué 3 buts en 2 matchs et c'est propre ce qu'il fait. Il a une allure de déménageur. Il a l'air d'être nul techniquement et c'est pas le cas. Il est propre et dès qu'il a le ballon, il la donne correctement. Il voit le jeu avant tout le monde. Il donne des balles en profondeur. Il s'impose. Il marque. Il a toute la palette de l'attaquant qui est au vert parce que tout fonctionne en ce moment pour lui. Et c'est formidable parce que Monaco a perdu Falcao et on avait besoin d'une nouvelle attaque qui cartonne. Et lui, il cartonne. Voilà, individuellement, il cartonne. Et c'est formidable. Voilà, c'est mon top. Pour la deuxième fois, 2 performances, 2 matchs et 2 tops. Voilà, Slimani. Merci à lui. Bien, alors mon flop, je vais pas te citer de joueurs ce soir. Vous avez vu que dans l'analyse des joueurs, j'ai un petit peu fait le contenu de chacun. Mais mon flop ce soir, c'est l'aspect défensif en général. C'est-à-dire qu'on prend trop de buts. Ça fait 10 buts en 4 matchs. C'est beaucoup trop. Une défense à 3, ça va pas. Une défense à 4, ça va pas. On change les joueurs, ça va pas. On met une recrue, ça va pas. Et bref, tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes défensifs, on continuera à ne pas avoir de résultats. Parce que ça fait quand même 2 matchs qu'on claque des buts. Et ça fait 2 matchs qu'on en prend. Donc pour moi, l'aspect défensif global ne fonctionne pas. Et du coup, je le mets en flop en espérant sincèrement que l'arrivée de Bakayoko va calmer tout ça parce qu'on a besoin d'un vrai régulateur défensif, enfin un vrai régulateur qui fasse la transition entre la défense et j'allais dire l'attaque, mais surtout la transition entre la défense et le milieu de terrain. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à se projeter vers l'avant tout en récupérant des ballons
de façon costaud, de façon calme, de façon, j'ai envie de dire, euh, avec une vraie assurance, quoi. Donc Bakayoko, on le connaît, il pourra pas tout faire tout seul. Au mercato, on en voulait deux de milieu défensif. Je pense qu'on va en avoir qu'un seul. C'est mieux que zéro. C'est mieux que zéro, mais dans un système de 4-4-2, j'espère que Bakayoko et Golovin suffira pour stabiliser un petit peu la défense qui prend l'eau depuis quand même pas mal de temps. L'année dernière, c'était déjà le cas. Là, c'est encore le cas. On prend trop de buts, on recule de trop et on n'arrive pas à régler ces problèmes-là. Et c'est pas parce qu'on mettra deux attaquants et qu'on marquera des buts que ça suffira. Il faut régler tout ça. Donc voilà. Donc mon top, c'est l'aspect défensif en général. Et j'espère sincèrement que ça va s'arrêter parce que il y en a marre. Il y en a marre de prendre autant de buts malgré une attaque de feu. Bien, ben la prochaine, c'est pas maintenant. Là, on a 2 semaines de vacances, on va dire, la trêve internationale, c'est-à-dire que les équipes nationales vont jouer. Certains joueurs de Monaco vont partir en sélection, d'autres pas. On va essayer de soigner la 5e journée avec 2 semaines de travail. Ça sera Marseille, le 15 septembre, un dimanche soir. Voilà, on reçoit Marseille et ça sera une affiche, ça sera un grand match et on espère que Monaco va enfin lancer sa saison avec ce match-là, avec une première victoire, avec une équipe type, on l'espère. Le mercato sera fini, il s'arrête demain. Enfin, ça y est, on a quasiment tout bouclé. Les arrivées, c'est fini. Les départs, il y en aura encore peut-être demain. 2, 3, 4, des petits transferts, des petits joueurs. Je pense à Diop, je pense à Wilson Isidore, je pense à Navarro, voilà, des jeunes qui vont partir, des joueurs qui n'ont pas leur place dans le groupe cette année. Et puis Falcao, voilà, Falcao qui est enfin parti en Turquie, à Galatasaray, ça y est, c'est fait. Et donc voilà, on passe la page Falcao, on ouvre la page Ben Yedder, Slimani et peut-être Augustin. Voilà. Et voilà, donc la prochaine sera Marseille dans 15 jours. Il va bien falloir préparer tout ça avec une autre équipe, avec, on l'espère, un début d'équipe type. Et surtout, on l'espère, avec une première victoire. Parce que le début de saison est catastrophique au niveau des points. On perd plus, c'est mieux. On enchaîne 2 matchs nuls, c'est pas bon au niveau comptable. Mais dans la tête, on va dire que ça va entre guillemets un peu mieux. Et maintenant, il faut des victoires. Voilà. Il faut lancer notre saison en septembre et voilà, on arrête les conneries, on arrête de bricoler, on pense plus au mercato, on bosse avec un groupe réduit et on espère que ça va fonctionner. Voilà. Je ne suis pas sûr que Jardim ait les armes puisque Jardim a l'air complètement à la rue depuis pas mal de temps, mais il va falloir que ça fonctionne. Il va falloir que ça fonctionne, Jardim ou pas. Voilà, il faut lancer notre saison et atteindre nos objectifs et qui reste l'Europe. Voilà, donc Marseille dans 15 jours. En attendant, je vous dis Dagemonigou. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour un bilan mercato. Voilà, je pense que vendredi, je vous ferai un bilan mercato pour enfin clôturer tout ça. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis en attendant, bonne soirée et puis à très vite.